C'est la dernière sensation près de la place de la Bastille à Paris. Dans ce quartier habitué aux boutiques de mode, une épicerie. À travers la baie vitrée, des comptoirs remplis de charcuterie, de petits fromages au lait cru, des fruits et légumes de saison. Au sous-sol, une multitude de bocaux, des pâtes à tartiner, du miel ou encore des boîtes de sardines. Du beau, du bon, fabriqué par de petits producteurs français. À la tête de ce nouveau temple du chic, Delphine Plisson. Bonjour, bonjour. Après une carrière chez Yves Saint Laurent et Agnès B, cette Parisienne a fait le choix, à 45 ans, d'une spectaculaire reconversion dans l'épicerie. Monsieur le fromager, tout va bien? T'es en place? L'épicière New Look a vu grand. 500 mètres carrés, un coin restaurant, 48 employés, des vendeurs spécialisés, qu'on appelle ici des artisans de bouche. Alors là, je suis carré des producteurs, je suis allé chercher plein de petites herbes fraîches. Top. J'ai pris de l'oseille, coriandre, là on a persil frisé, faut que tu sentes ça. T'as trouvé de l'ail des ours? Avec des ours, oui. Eh oui, madame, je me suis génial. battu. Ici, on bichonne les légumes rares. On s'en fait même livrer certains par Chronopost. Les asperges de roquehaute de Chirac sont arrivées. Merci Roquehaute. Delphine. Yes. Alors, c'est les asperges de Roquehaute qui arrivent par la poste. On a la chance de pouvoir les distribuer. Je crois qu'on est un peu les seuls à Paris. Ces asperges sont produites par un maraîcher qui ne livre que des grands restaurants. Avant de les vendre, l'épicière les emballe comme des paquets cadeaux. Petit bémol, elles valent 2 fois plus cher que sur le marché voisin. Oui, ça coûte 32,90 € le kilo. Après, on a aussi le droit de se faire plaisir en achetant juste 2 ou 3 et en cassant un œuf dessus. On n'en mange pas d'abord tous les jours, mais ça reste notre vraie mission, c'est-à-dire redonner le goût du plaisir et du respect du produit et des producteurs, ce qui est essentiel. Delphine Plisson a sillonné la France pendant 1 an pour sélectionner ses produits. Encore aujourd'hui, tout est systématiquement goûté avant d'entrer dans sa boutique. C'est pas désagréable. Particulier. L'hydromel, c'est bon? Ouais. C'est bon, c'est particulier. Certains prix sont astronomiques, comme ce bœuf Wagyu, une race venue du Japon, à 280 € le kilo. La plupart des produits sont 1,5 fois à 2 fois plus chers que dans un supermarché de centre-ville. La promesse dans le magasin, c'était vraiment de dire on est super à l'aise avec ce qu'on vous propose, on sait qui a fait ce produit, comment il a été fait, pourquoi il coûte ça. Fatalement, on n'a pas les mêmes prix que la grande distribution, mais on ne parle pas exactement des mêmes produits non plus. Et on voit, nous, tous les mois, le nombre de clients augmenter, le panier moyen augmenter. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une vraie demande aussi pour ce type de produits de qualité. Comme Delphine Plisson, une nouvelle génération d'épiciers a vu le jour ces 10 dernières années. À Paris et dans les grandes villes de province, ils réinventent les vieilles épiceries de quartier. Ils séduisent autant dans les arrondissements chics que populaires. Contrairement à leurs grands ancêtres Hédiard ou Fauchon, ces nouveaux épiciers parient moins sur des produits d'hyperluxe que sur des produits originaux ou artisanaux, mélange de tradition et d'innovation. Ils essaiment désormais un peu partout. Malgré la crise et leur prix élevé, comment réussissent-ils à conquérir les consommateurs? D'où viennent les produits qu'on trouve dans leurs rayons? C'est presque un paradoxe. Le pionnier de l'épicerie fine, c'est un grand magasin, le Bon Marché. Dans le très chic 7e arrondissement de Paris, il incarne le bon goût à la française depuis sa création au 19e siècle, en 1838. En 1923, il est le premier grand magasin à faire la part belle à l'épicerie, avec le comptoir de l'alimentation. Presque un siècle plus tard, le rayon a été rebaptisé la Grande Épicerie et ambitionne toujours de rassembler en plein Paris le meilleur des produits venus des régions de France et du monde. Dès 6 h du matin, une centaine de personnes s'activent pour que tout soit impeccable avant l'ouverture.
Des rayons de luxe à la poissonnerie, de la boulangerie à la pâtisserie, 25 000 produits différents qu'il faut préparer et réassortir chaque matin. Le gardien de ce temple de la bonne chère, c'est Laurent Trégaro. C'est lui qui sélectionne et met en place tous les produits. Chaque matin à 8h20 précise, il fait un dernier tour du propriétaire. Ça c'est bien. Effectivement, Ok. le blanc, ça sort un peu quand même. Ouais, je reviens voir. Je vais faire le tour de l'équipe. Ça c'est super sympa, ça commence à avoir de l'allure, la cave à bière là. Hein. Bon, génial. À la fois supermarché de centre-ville et épicerie fine, l'enseigne se targue de proposer les marques incontournables, comme les produits les plus rares. Je sais pas si vous voyez, voilà, ce genre de produit, c'est du riz fermenté brassé à l'ortie, c'est des choses qu'on ne trouve pas partout. Donc ça paraît comme ça être des produits classiques de grande distribution, ça n'en est pas. Voilà, donc on a une offre classique de consommation courante, de marque nationale, et on a aussi des petits produits qui sortent de l'ordinaire et qui font la différence. Petits biscuits importés du Japon, huile d'olive venue de toute la Méditerranée, il faut offrir aux clients des produits toujours plus surprenants et exotiques. Ça, c'est un monsieur, un jour il vient me voir et il me dit, voilà, moi j'ai un riz extraordinaire, je me suis installé en Thaïlande et derrière où j'habite, il y a des champs de riz et franchement, le riz qui est cultivé là est extraordinaire. Et il me dit, bah voilà, je me suis lancé, voilà, j'ai fait ça. Et c'est pas un riz qui est donné, c'est assez cher. Mais c'est un riz qui, quand vous goûtez ça, vous ne remangez plus un riz taxe, vous voulez ça. Presque 10 € les 500 grammes, c'est 5 fois plus cher qu'au supermarché. Vous avez des gens qui sont prêts effectivement à mettre 10 €. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour une différence qui est très nette. Ils sont très réceptifs à partir du moment où les produits sont bons, qui sont beaux. S'ils sont un peu chers et que ça en vaut le coup, eh ben, ils font l'effort. Auprès de ses clients, Laurent Trégaro prend bien soin de vendre du rêve. C'est le cas de ce mur d'eau minérale, des dizaines de bouteilles de tous les pays et à tous les prix. Ce flacon est serti de Christos Swarovski. Il coûte 50 € l'unité, l'équivalent d'une bouteille de champagne millésimée. C'est la bouteille la plus bling-bling du rayon. Il y en a d'autres. Ça, c'est de l'eau d'iceberg. Donc en fait, l'eau est récupérée, forée sur un iceberg. C'est l'eau la plus ancienne du monde et la plus pure du monde, puisque voilà, il n'y avait pas de pollution à l'époque où on a l'origine de l'eau. Conçu spécialement par des architectes, le rayon est devenu l'attraction phare du magasin. Je crois que c'est un des spots les plus photographiés dans la grande épicerie. Parmi les clients, des touristes, des habitants aisés du quartier, mais aussi des amateurs moins argentés, prêts à faire des sacrifices. On ne peut pas y aller tout le temps, mais si on considère que la qualité c'est une priorité, ben, de temps en temps, comme une bonne bouteille, c'est un petit plaisir qu'on peut s'offrir de temps en temps. De la qualité et beaucoup de marketing, la recette fonctionne. La grande épicerie a réalisé 67 millions € de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais pour rester dans le coup, le grand magasin doit constamment se renouveler et être à l'affût de nouvelles tendances. Ce matin, Laurent Trégaro a rendez-vous avec un producteur qu'il aimerait bien référencer dans son magasin. Bon, allez, ça va, très bien. Eh bien, super. L'homme est un ancien financier reconverti dans l'agriculture. Il a un nom prédestiné, Benoît Jardin. Il présente une gamme de jus de légumes. Pas de conservateur, pas de sucre ajouté, pas d'eau. Le producteur vante son produit à la manière d'un grand cru de vin. 1,4 kg de légumes et d'herbes aromatiques pressés. Alors, je vous dis pas ce que c'est, à l'aveugle. Comme à pour l'aveugle. vous allez me dire si vous reconnaissez. On va la laisser s'ouvrir un peu. Oui, d'accord. Alors ça a été pressé ce matin tôt. Alors sentez déjà au nez. Hein. Ça, on aime ou on n'aime pas. Hein. Épinard, Il y a de un petit l'épinard. peu, Ouais, il y mais a de c'est pas l'épinard. ça le premier truc. Il y a un qui claque C'est en plus. deuxième, Du céleri branche. céleri branche. Ouais. Exact. Principalement céleri et épinard. C'est incroyable comme ça fait acidulé du coup. Ouais. Très peu de fruits. Betterave, pommes, persil, céleri branche, épinards. Le cocktail vaut 8 € la bouteille de 25 centilitres. Mais attention, pour le néo-agriculteur, rien à voir avec un vulgaire jus. On ne parle pas d'un jus ou d'une soupe froide, on parle d'un assemblage de légumes, d'herbes aromatiques et de fruits bio, pressés à froid. Pour l'instant, les assemblages de Benoît Jardin ne sont encore vendus que dans quelques hôtels de luxe. Laurent Trégaro est très intéressé, mais il pose ses conditions. Moi je veux un assemblage pour nous.
pour la grande épicerie de Paris. Exclusif, en fait. Exclusif. Original, mais abordable pour les clients. Alors, ce qu'il faudrait peut-être qu'on revoie, c'est peut-être ça. Je ne sais pas si on ne peut pas l'améliorer un petit peu. D'accord, esthétiquement parlant. Ouais, c'est aussi important pour la grande épicerie d'être dans le coup, d'avoir toujours peut-être même un peu d'avance sur le reste des distributeurs. Il y a tous les éléments sont réunis pour qu'on réussisse quelque chose. Il faut qu'on éduque maintenant nos clients, qu'on leur explique ce que c'est, à quoi ça peut leur servir, quel bien-être ça peut leur apporter, et voilà. Et ce qui justifie aussi son prix. Ok, bon, merci. Les jus de Benoît Jardin seront en rayon dès la rentrée prochaine, mais il y aura un prix à payer. Il devra venir faire des démonstrations en personne dans le magasin plusieurs fois par an. Donc la tradition, c'est ça. La dégustation sur le terrain, tous les producteurs y passent. Brigitte Arnaud-Bouet est la patronne d'une PME qui fabrique des biscuits dans le Poitou. 3 fois par an, elle quitte sa campagne pour venir faire goûter ses galettes au beurre. Shortbread, French shortbread. I produce that for 40 years. It's fine, hein? Thank you. C'est un produit qui est né dans les fermes. Parce que dans les fermes, on avait du beurre, on avait de la farine. Le but, c'est de faire découvrir les produits, mais surtout de faire marcher l'imaginaire des clients. Allez, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il n'y a qu'eux qui parlent avec leur cœur, avec de leurs produits. Puis ça les fait monter à Paris, c'est bien aussi. Non, c'est une belle rencontre. Les clients sont très demandeurs de l'histoire qui va avec. Ils sont très curieux. Et ils veulent retrouver des goûts d'antan. Voilà. Donc on garde ça à l'esprit. Il faut toujours être un bon produit, mais avec une bonne histoire, une belle histoire, et qui valorise bien une région, un producteur, enfin tout ce qu'on veut. Mais le principe, c'est que l'histoire soit belle et que le produit soit bon. Voilà. Cet acquis proposera à ses acheteurs la plus belle histoire à raconter à l'heure du thé ou du dîner. Chez les nouveaux épiciers, derrière chaque produit, il doit y avoir une aventure humaine. C'est le cas de ce poivre blanc de Penja. Derrière ces grains blancs, il y a la rencontre d'un homme et d'un pays, le Cameroun. Nous sommes à 6 heures de vol et 6000 km du bon marché. Depuis 20 ans, Erwan de Kéros, 45 ans, parcourt le monde à la recherche de nouvelles épices qu'il distribue ensuite en France. Ce qui m'a poussé à faire ce métier, en fait, je crois que c'est d'abord un peu le hasard et puis forcément le grand amour des voyages au sens large. Chaque pays, finalement, a ses particularismes et ses petites pépites, on espère. Erwan n'a pas rendez-vous au Cameroun en terre inconnue. Il y vient régulièrement. C'est là qu'il a découvert le poivre blanc de Penja. C'était le début de son aventure dans le commerce des épices. À juste titre. C'est génial. Voilà, on arrive là. Tous les 2 ans, il vient faire le point sur les récoltes avec son principal fournisseur. Il y a quelqu'un? René-Claude Métomo. Très bien. Merci, bonjour. Comment vas-tu? Bien. Ça va? Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là. L'homme dirige une coopérative de producteurs sur plusieurs dizaines d'hectares. D'accord. Un tiers? Tchuc. Oui, on va les tailler. Mais là, on peut passer. Enfin, en saison sèche, on peut Cette passer. année, les plantes ont souffert d'une dure sécheresse. Ouais. Enfin, il est en train de basculer là. Et donc, c'est ça que tu veux éviter? C'est ça. Non, c'est pas ça. Nous, ça pique quand même. Non, mais le grain, il est pas formé, quoi. Il est pas formé. Cultivé sur des terres volcaniques, ce poivre a un goût très particulier. Il a un caractère très fort, en fait. Il a des notes, il a des notes animales assez fortes. Et puis, au moulin, quand on le concasse, on a du menthol et vraiment très fort qui lui donne sa caractéristique propre. Voilà. Et là, les grains rouges sont ceux qui sont à maturité parfaite pour obtenir le poivre blanc à la fin. Et quand on pince, on voit apparaître le grain de poivre blanc. Voilà, ici. Avec la pulpe qui sera débarrassée, enlevée, et on gardera que le cœur du poivre. Ces baies sont le fruit d'une liane qui pousse le long d'un arbre tuteur. Elles sont cueillies à la main. Pour avoir la première graine, il faut attendre 5 ans. 4 à 5 ans. Ça veut dire que pendant 4 ans, tu investis. Et à la 5e année, tu commences à avoir le sourire. Hein? Donc c'est une plante assez difficile, il faut être courageux pour faire cette culture-là. Après avoir trempé une dizaine de jours dans de l'eau de source, les grains vont trouver leur teinte blanc cassé.
Ils sont séchés au soleil, puis triés en fonction de leur calibre, à la main une nouvelle fois. Erwan est un client exigeant. Il profite de son passage pour rappeler qu'il veut les plus beaux grains. Dans le prélèvement, ici, on a, pof, un grain magnifique. Mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, de très gros. C'est normal. Peut-être 1%. Donc, ce qui serait formidable, c'est que tu arrives dans le process à sortir les gros grains. C'est possible? Oui, c'est possible. On va essayer de le faire. Hein. Pour moi, c'est le top du poivre de Penja. Voilà. La plantation récolte une trentaine de tonnes par an. La majeure partie finira concassée sur les plus grandes tables d'Europe. Ce poivre-là, c'est celui-là qu'on mange à l'Élysée, hein, au palais de l'Élysée. Donc, pour nous, c'est une fierté énorme. C'est une fierté énorme et c'est même la fierté de toute une région. Hein, et je pense même que de tout un pays. La petite ville de Penja est désormais connue dans le monde entier et affiche une certaine prospérité. Le poivre local est l'un des premiers produits africains à avoir obtenu une indication géographique protégée. Depuis, le prix du poivre sur place est passé de 5 à 20 € le kilo. Ce jour-là, Erwan a une autre idée en tête. Lors d'un précédent voyage, il a entendu parler d'une autre épice, une sorte de poivre sauvage, les jujubes, ou graines de la paix, qu'il aimerait bien importer en France. Bonjour. Bonjour, c'est les oignons. Non, ça va. Non, Non, je cherche les épices. Ouais. Erwan commence son enquête au marché local. Bonjour. Ça va? Sur l'étal de cette vendeuse, les épices inconnues, ce n'est pas ce qui manque. Ouais. Ça va. Là, il y a une grande diversité, là. Nous, on connaît le poivre blanc, mais on connaît rien d'autre. Hein. Donc, c'est vraiment amusant. Hein. Ouais, c'est super. Et ça, c'est... Ce qui l'intéresse, les fameuses graines de la paix, ce sont ces petites gousses marron. Ça va. Comment ça s'utilise? On mange. On mange juste comme ça. On mange. Ça, c'est bon, hein? C'est bon, oui, c'est bon. C'est bon, hein? Et pourquoi on appelle ça graines de la paix? Parce que ça donne la paix. Parce que ça donne la paix. Oui, ça donne la paix. D'accord. C'est ça que tu as coupé essayer de manger, moi je vais manger, non? Ça donne la paix dans la famille. Dans la famille. Oui. Ça vient au village. Le village de l'Ouest? On sait, oui. Quel village? Village Baya Balamkou. Bon, bah, je prends ça, ça. Pour 5000 francs CFA, soit 7 €, Erwan achète une quinzaine d'échantillons différents qu'il testera à son retour en France. Les graines de la paix proviennent d'une espèce sauvage. Il lui faut s'assurer qu'il est possible de monter une filière d'approvisionnement. Dès le lendemain, le chasseur d'épices prend la route vers l'ouest du pays. Alors là, on va aux chutes des Cômes parce qu'on m'a expliqué que la graine de la paix poussait au pied des chutes des Cômes, dans un milieu très humide. Le fief de la plante, le voilà, à 200 km de Penja. Le Français a embauché un guide pour l'aider. Est-ce que tu connais ça? Je connais ça. Tu connais ça? C'est ça qu'on appelle du jujube. Ouais. Moi-même, j'en ai ça. Non. Tu en as dans la poche? C'est ça, non? C'est bien. On m'a dit que ça poussait dans le coin. Et pour retrouver ça, ça pousse dans les arbres, donc dans les forêts. Erwan cherche surtout des détails qu'il pourra raconter plus tard à ses clients en France. La jujube est utilisée ici comme un porte-bonheur et un médicament. Si vous vous sentez un peu mal à l'aise, vous avez vos corps qui vous dérangent un peu, vous êtes frustré là. Et vous prenez ça et vous marchez un peu, allez vous aspirez un peu sur vous, allez tous ces mauvais esprits, ça quitte sur vous et ça va mieux. Vous êtes à l'aise et la journée serait bonne pour vous. Alors, donc on va passer une bonne journée. Oui, vous passerez une bonne journée. Après 1 heure de marche, voilà les chutes dont on a parlé à Erwan. Oh là là, quel spectacle! Quel spectacle! C'est un peu pour ces moments-là qu'il a choisi de parcourir la planète à la recherche des épices. Il y a un petit côté chasse au trésor. Quand on arrive dans des paysages pareils, complètement préservés, très sauvages, c'est miraculeux là. Non, non, c'est génial. Les plantes tant convoitées, elles, sont 500 mètres en contrebas. Alors, on va essayer de prendre un petit. Un petit. Là, je crois que j'en ai une là. Elle a l'air pas mal celle-là. Là. Attends, faut pas l'abîmer. Attention. Oui. Faut pas l'abîmer. Excellent. Donc voilà le spécimen de graines de la paix. Voilà.
Erwan va ramener le plan en France pour le faire analyser par un botaniste. Une étape indispensable avant de pouvoir imaginer de mettre les gousses sur le marché. De retour en France, c'est ici que le chasseur d'épices pose son ancre, à Rochecorbon, au bord de la Loire, près de Tours. Il y a construit une petite usine. Un mois après son voyage au Cameroun, il vient de recevoir les nouvelles récoltes de poivre blanc de Penja. Son fournisseur camerounais a bien travaillé, les grains de poivre sont bien dedus. Il est bien calibré, il est bien trié. Franchement, c'est un beau grain. C'est un beau grain. Acheté 22 € le kilo au Cameroun par Erwan, les précieuses graines seront vendues près de 9 € la boîte, 115 € le kilo dans certaines épiceries fines. L'entreprise réalise 7 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Voilà, donc le client professionnel va recevoir un carton avec 6 boîtes de poivre blanc de Penja. Et l'étiquette, elle n'a pas changé depuis 20 ans. Ce jour-là, Erwan a aussi reçu les résultats des analyses qu'il a fait faire sur les graines de la paix. Parfait. Donc on a fait une analyse bactériologique. Salmonelle 0, Listeria 0, bah c'est impeccable. C'est super. Alors là, on est bien. Voilà. Donc là, on sait que les échantillons que j'ai rapportés du Cameroun, à titre de test, étaient conformes au niveau bactériologique. Donc ça, c'est un élément aussi important. Si on se retrouve avec des analyses complètement bizarres, ça veut dire qu'on doit retravailler dessus. Mais là, c'est impeccable. Les graines de la paix sont conformes aux normes alimentaires françaises. Avant de les commercialiser, Erwan veut encore leur faire subir un dernier examen de passage. Il fait tester chacune de ses trouvailles par un consultant en arômes, Thierry Nérisson. Voilà, sans les sucrés. Donc c'est une gousse en fait, hein, effectivement comme les Cororima. Ouais, c'est ça, c'est la famille des cardamome. C'est la famille des cardamome. Avec lui, il teste aussi l'histoire qu'il va raconter. Elle est utilisée de façon très courante, quasiment quotidienne. Il croque des petites graines comme ça tout au long de la journée. Ok, d'accord. Et elle est utilisée dans des rituels ou dans des fêtes traditionnelles. C'est super délicat, c'est très suave, en tout cas au niveau du nez déjà. On va la broyer, ça va nous donner plus de... Ah oui. Ah. Ah. C'est menthol presque un peu camphré aussi. Ce produit qui nous est inconnu, il faut lui mettre une description précise. Voilà. Donc, est-ce que c'est mandarine, pamplemousse, est-ce que c'est végétal, est-ce que c'est herbacé, est-ce que c'est suave, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est amer. Vous voyez, tout ça, ça s'écrit, ça se travaille. Hein? Les deux hommes vont ensuite torréfier les graines dans une poêle, comme du café. C'est pas mal, hein? Il faut laisser refroidir un tout petit peu pour pas... Voilà. Le fait de caraméliser, en fait, va nous donner des arômes qui sont complètement différents, qui peuvent être plus ou moins intéressants d'ailleurs. Hein. Et là, pour vous, là, pour moi, c'est intéressant quand même. Hein. Le but, c'est aussi de trouver comment associer cette épice lointaine à des plats français. Tu fais une salade d'endive avec une huile de noisette. Excellent, excellent. L'huile de noisette, je la vois tout de suite. L'huile de noisette, tu mets des endives, tu te mets 2-3 petites tranches de magret fumé, tu mets ça, coup de rouge, on est au paradis. Hein. Noisette, c'est ça, moi. Le spécialiste a délivré son oracle. Un mois plus tard, les premières boîtes de graines de la paix font leur apparition sur le marché français, assorties de leur belle histoire. Au dos de la boîte, on apprend entre autres que chez les Bamilékés, on s'échange les graines en signe de paix. Ou un peu plus loin que ces notes de réglisse et de mandarine relèveront une salade d'agrumes. On apprend encore que le croquant des graines légèrement broyées sublimera un gâteau au chocolat. Le tout est vendu 5,90 € la poignée de gousses. Ce qui est nouveau, c'est que ces produits d'exception tentent aujourd'hui de conquérir les quartiers populaires. À 2 pas du Vieux-Port de Marseille, nous voilà à Noailles, l'un des plus anciens quartiers de la ville, surnommé le ventre de Marseille. Un quartier cosmopolite, connu pour ses marchés et ses boutiques orientales. Depuis quelques semaines, un chantier attire tous les regards. On va ouvrir une nouvelle épicerie. Aux commandes, Julia Samut, une ancienne journaliste culinaire.
Mais en fait, je me dis que si tu as la partie traiteur là, en face des boissons, des yaourts, moi je dis c'est mieux que la partie traiteur soit là. Ouais, parce que là et la caisse là. Et au moins là, tu as voilà. Adjugé vendu. Ouais. À 38 ans, elle a décidé de changer de métier par amour du bien manger. À une semaine de l'ouverture, les travaux sont loin d'être terminés. Ici, on va mettre des tables et un banc pour faire déjeuner les gens ici. Ici va arriver des cuves à vin pour vendre du vin en vrac. Toute la partie là qui est juste là, ça va être que des étagères et que des produits qui vont monter jusqu'au plafond. C'est la dernière ligne droite très courte en fait. C'est le meilleur moment parce que c'est la montée d'adrénaline maximum. Il lui a fallu 2 ans pour trouver un local, cette ancienne pizzeria, puis 6 mois de travaux pour le réhabiliter. Un investissement de près de 300 000 €. On a tout refait, donc c'est gros, c'est très gros, c'est très gros, voilà. Plus il faut mettre tout ça aux normes, c'est pas de la blague, quoi. Sur 110 mètres carrés, avec une cave, ça fait beaucoup. Mais je suis pas une fille qui faisait beaucoup d'économies, mais en tout cas, elles se sont toutes passées, ouais. La reconversion de Julia n'est pas tout à fait due au hasard. Sa mère est chef d'un restaurant étoilé dans le Vaucluse. Avant d'ouvrir son épicerie, la jeune femme a soigneusement choisi ses producteurs. Bon, laisse-la là, on va la déposer. C'est Campisi, c'est des produits qui arrivent de Sicile. C'est des produits de la mer. Et des sauces tomates. Allez, merci, au revoir. Allez, au revoir. La plupart des produits qu'elle a choisis viennent du bassin méditerranéen. Oh là là, j'ai envie de tout ouvrir là. C'est hyper frustrant de ne pas pouvoir ouvrir et de ranger. Julia sait qu'elle s'installe dans un quartier populaire. C'est aussi en fonction de ce critère qu'elle sélectionne ses produits. Hors de question de vendre des articles trop coûteux. Pour elle, épicerie fine ne rime pas systématiquement avec luxe. Une épicerie de luxe, elle commande 6 sirops d'érable extraordinaires du fin fond du Québec et elle le fait payer le prix qu'il faut avec le transport. Moi, le transport, s'il est trop cher, il me fait monter le prix de vente trop vite. Et si c'est juste pour moi et pour la beauté d'avoir des beaux produits comme ça, c'est pas possible. Je m'adresse à une clientèle quand même. La jeune femme ne vendra cependant que des produits estampillés de qualité. Ouais, c'est ça. Ses nouveaux voisins voient plutôt son arrivée d'un bon œil. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour le quartier, sachant qu'il y a beaucoup de commerces maghrébins, donc ça donne un peu de... C'est un point positif pour le quartier, moi, je trouve. Voilà, vous êtes marseillaise ? J'ouvre en face une épicerie. C'est moi. Ah bah, bravo, enchanté. Vous allez venir, hein ? On ouvre mardi prochain, mais de toute façon... Monsieur Saladin va pourtant être son concurrent. Il tient une boutique d'épices très connue à Noailles. Rien que pour nous ensemble. Je peux vous inviter boire un thé ? Il faut que j'aille au bureau juste en face, ouais. Parce mais que bravo, c'est très bien, je suis très content. Ouais. Mais vous reviendrez pour me dire ce que vous en pensez vraiment quand ça sera en place. Concurrente. Et alors, heureusement, mon Dieu, sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait, non ? Mais écoutez, j'adore la concurrence parce que ça me chatouille. Ouais, c'est ça, moi aussi. Je m'ennuie s'il n'y a pas la Moi concurrence. aussi, L'idée de Julia, ce n'est pas seulement les produits méditerranéens, c'est aussi de vendre de l'ultra local. C'est très tendance. Et quand on connaît les secrets de la ville, Marseille peut réserver des surprises, jusque dans ses quartiers nord. C'est là que Julia a rendez-vous aujourd'hui, dans une ferme. On est monté là. Kiki. Oh. Tu veux venir avec nous ? Il y a 1 an, la fermière, Marie Morage, a quitté les Hautes-Alpes pour reprendre cette ferme pédagogique abandonnée dans ce quartier sensible. Sur 6 hectares, elle élève une quarantaine de chèvres et des brebis sardes avec lesquelles elle fabrique du fromage bio. C'est hyper rustique et puis elles font un lait comme les Corses. C'est exactement la même variété de brebis. Marie Morage produit une centaine de fromages par jour, moulés à la louche et à la main. Ouais. Ça, c'est le lait de ce matin. D'accord. Que j'ai trait ce matin. Des pâtes pressées et des... Ah, super. Jusqu'à présent, l'éleveuse ne vendait ses produits qu'en vente directe à la ferme. J'en reprends. L'épicerie de Julia va lui apporter un débouché de choix en plein centre-ville. Moi, je sais fabriquer, mais je ne suis pas forcément la mieux placée pour le mettre en avant. Je peux le vendre ici, je peux le vendre un peu, mais j'ai pas le temps non plus et je pense que Julia le fera très bien. Au-delà de la qualité du produit, c'est la personnalité et l'histoire de la fermière qui séduit l'épicière
comme au bon marché. C'est sûr que c'est une valeur ajoutée pour une épicerie de raconter d'où vient le produit, surtout aujourd'hui. De plus en plus de gens là, veulent savoir d'où viennent les produits. On a peur de manger n'importe quoi. Enfin. Savant mélange d'enthousiasme pour le bien manger et de recettes marketing, l'épicerie fine est devenue le paradis des start-up. À Saint-Denis, en banlieue parisienne, dans ce vaste entrepôt, on dénombre pas moins de 11 start-up spécialisées dans l'agroalimentaire. Moyenne d'âge, 30 ans, surtout des diplômés de grandes écoles. Leurs produits sont innovants et branchés, comme ces kits de pâtisserie bio, de la bière Made in Paris, du jus de fruits de Baobab ou encore ces insectes pour l'apéritif. De jeunes marques rassemblées en collectif, Génération Food. Parmi eux, 2 frères d'origine grecque, Pierre Julien et Grégory Chantios. Ils se sont lancés dans l'huile d'olive et ont créé leur propre marque, Kalios. Ils ont marié leur région d'origine, Kalamata, avec le mot soleil en grec, Ilios. Après des études de finance, ils ont décidé il y a 6 ans de reprendre l'oliveraie de leur famille en Grèce. Je passe là-bas, moi. On s'était pas forcément dit en faisant les études, un jour je passerai une semaine par mois dans une salle blanche pour mettre en bouteille, étiqueter et tout ça. L'huile arrive de Grèce dans ces bidons géants de 1000 litres. Ils ont investi 35 000 € dans cette machine et s'occupent eux-mêmes du conditionnement. C'est les avantages de la start-up, c'est qu'on touche à tout et on va devoir faire à la fois le commercial et on est là pour préparer les bouteilles. Comme ça, on est sûr que tout est vraiment bien fait, de la production jusqu'à la livraison. On fait tout nous-mêmes. Bon, on s'engueule de temps en temps, hein, mais ça dure rarement plus de 10 minutes. Comme tous les jeunes entrepreneurs de leur collectif, ils savent que pour se démarquer, la qualité de leurs produits ne suffit pas. Le packaging doit sortir de l'ordinaire. On a vu des dizaines et des dizaines de bouteilles différentes et puis on s'est arrêté sur celle-ci. On l'a aussi choisi à notre image, à l'image de la marque qu'on voulait, l'image qu'on voulait transmettre de notre marque aussi. Leur bouteille est en verre massif. Elle évoque le design haut de gamme d'un alcool fin. C'est ce que les gens recherchent aussi, du beau et bon. Le packaging, c'est, sans connaître le produit à l'origine, 50 à 60% quand même de l'acte d'achat. Les 2 frères se sont inspirés de tous les codes du vin. Ils proposent leur huile sous forme de collection, dans un coffret en bois. Chaque bouteille représente une cuvée et affiche des propriétés gustatives différentes, de la plus corsée à la plus douce. Ils ont aussi eu l'idée de faire parrainer leurs produits par des grands chefs. Mais quand on parie sur des restaurateurs à la mode, il faut payer de sa personne. 2 fois par semaine, Pierre Julien fait lui-même les livraisons à ses clients parisiens en scooter. Au début, on a commencé avec pas grand-chose et c'était moins cher d'acheter un scooter que d'acheter une voiture et ça permettait d'aller vraiment beaucoup plus vite. Ça fait marrer les chefs de nous voir arriver encore en scooter. Après 6 ans d'existence, leur huile est aujourd'hui présente dans 300 restaurants, dont 70 tables étoilées, partout en France. Ce soir, Pierre Julien livre le restaurant d'un 5 étoiles près des Champs-Élysées. Ça va, chef? Et toi? Tu vas bien? Bien. La forme? Ancien candidat d'une émission de télé-réalité culinaire, Juan Arbelaez est une étoile montante de la gastronomie parisienne. Pierre Julien lui a préparé une cuvée spéciale. Regarde. Ouais. Non, arrête. Une bouteille d'huile d'olive bio à son nom. Une huile assez vive sur l'artichaut, l'amande. Elle n'est pas filtrée, elle est laissée telle qu'elle en sortie de cuve. Eh, t'as vu la couleur? On dirait de la kryptonite. Superman, il a pas intérêt à s'approcher là. Ça te plaît? Trop bon. Génial. Là, t'es à 2 semaines?
La jeune marque n'a pas encore de budget pour faire de la publicité. Ce parrainage est un gage de notoriété. Nous, on a commencé par les chefs parce qu'on s'est dit si ça plaît aux chefs, ça plaira derrière forcément à tout le monde. Notre gage de qualité aujourd'hui, c'est les chefs. Et quand Juan il décide de mettre à sa carte notre huile d'olive ou nos olives, il triche pas. On ne peut pas acheter un chef dans sa cuisine. Moi, je vois un petit jeune arriver en mode touriste. Ouais, je vais te faire goûter des produits. Je suis tombé sur le charme de l'huile d'olive que j'ai mis à la carte directement. Avec cette huile qui a un léger piment derrière, un peu en gorge, ça fait partie un peu des éléments qui vont venir relever le plat. L'huile des deux frères est ainsi devenue un ingrédient indispensable, par exemple, de ce plat de maquereau à la soubreçade. On accueille Juan et on va à la cuisine. Le deal avec un chef comme Juan Arbelaez est simple. Il met en avant le produit dès qu'il en a l'occasion, à la télévision ou dans la presse. En échange, il touche une petite rémunération sur les ventes. C'est bon, il manque juste l'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. C'est génial. Alors, encore faut-il que le produit soit à la hauteur. C'est d'ici que vient cette huile qui séduit tant les jeunes chefs. Du Péloponnèse, dans le sud de la Grèce. Entre mer et montagne, pousse la Koreneiki, une toute petite olive, d'où est extraite l'huile des frères Chantios. Pierre-Julien et son frère ont hérité de leur famille une dizaine d'hectares. Mais désormais, cela ne leur suffit plus. Accompagné de son père Vassili, Pierre-Julien prospecte le champ d'un cousin qu'il aimerait bien racheter. Là, c'est le champ de Takis, de cousin, qui est mon oncle qui avait hérité. Et là, tu as déjà ramassé ici, sur ces champs? Moi, je ramassais ici quand j'étais petit. C'est mon père qui faisait la récolte. Ouais. Et puis, il a expédié un peu l'huile après à mon oncle qui était à Athènes. Le terrain qui intéresse Pierre-Julien compte une centaine d'oliviers. Un peu comme pour le vin, chaque parcelle donne une cuvée d'huile d'olive différente. Ah voilà, là c'est un arbre magnifique, c'est un arbre qui a 200, 300 ans, peut-être plus. C'est un arbre comme ça peut donner jusqu'à 30-35 litres. Même davantage, 40, bien chargé, peut arriver à 50 litres d'huile. Il est beau hein, celui-là. Chez les Chantios, on fait de l'huile d'olive depuis 8 générations. Mais Vassili, le père, avait préféré quitter les terres familiales après l'adolescence pour aller travailler en France. Sans Pierre-Julien et son frère, personne n'aurait repris le flambeau de ces oliviers. C'est mon enfance, voilà, c'est avec les amis, on était là, on jouait dans les champs d'oliviers, on courait après les tortues de terre. Voilà, pour moi, sentimentalement, ça représente beaucoup. Et puis, c'est perpétuer quelque chose dont on a hérité. Et, voilà, je ne voulais pas laisser perdre ça. Vous leur avez dit quoi quand ils ont dit on reprend? Ça m'a fait rigoler d'abord. J'ai dit faites ce que vous voulez, moi ça me fait plaisir que vous puissiez vendre les produits, mais ça va être très 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 difficile. Et finalement, qu'en 5 ans ils en soient là, c'est une fierté, une énorme fierté. Dans la région, chaque habitant possède un bout de terrain et presse lui-même son huile au moulin du village. En attendant d'acquérir de nouvelles parcelles, Pierre-Julien complète sa production auprès de ses petits producteurs. Bonjour, bienvenue chez moi. Périclès Castanas est l'ancien maire du village. Dans sa cave, il garde quelques précieux bidons. Vas-y, goûte là. Il les réserve en général à sa consommation personnelle. Le trésor de Périclès se cache tout au fond de la cave, dans cet autre baril. Tu vas voir, il va essayer de deviner. Tu vois, on sent que c'est ça l'huile primeur. Rien qu'on est, on a un parfum d'herbes fraîches, c'est des notes très végétales, très puissantes. Ça, c'est magnifique. Ça. Cette huile est extraite de la toute première récolte d'olives, un élixir rare, très recherché, car moins les olives sont mûres, plus le goût de l'huile est puissant. Pour faire 1 litre de cette huile-là, il faut 8 à 10 kg d'olives. Pour une huile plus classique, il faut 5 à 6 kg d'olives.
Donc ça, c'est un concentré de parfum et d'arômes. C'est vraiment une huile qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. Il y a beaucoup de marchands qui sont venus me voir pour acheter mon huile. Mais eux, ils vendent aux coopératives. Et ils la mélangent avec d'autres huiles. Pensez-vous, une huile comme la mienne, avec si peu d'acidité, ça ne se mélange pas. Elle est unique. Moi, je veux que mon produit soit mis en valeur. Pierre Julien souhaiterait en commander 1000 litres dès la saison prochaine. Il lui reste à négocier le prix. Alors, tu vas nous faire un bon prix? Ouais, un bon prix. C'est bon prix, très bon prix. Un bon prix. Mais il dit pas combien. Bon, merci beaucoup. Bon, on en reparle ce soir autour d'un bon ouzo. Hein. Ouais, ok, autour d'un petit ouzo. C'est toujours bien. Allez, merci. Ok. Allez, à bientôt. Salut Tom. Ça, c'était une pépite, ouais. Une vraie pépite. Encouragé par le succès de son huile d'olive, Pierre Julien importe désormais aussi du miel et des olives de Kalamata. Après les produits italiens et espagnols, les produits grecs sont une nouvelle tendance du rayon épicerie fine. Quelques semaines plus tard, à Paris, Pierre Julien et son frère Grégory ont rendez-vous au Bon Marché. Ils veulent convaincre le directeur des achats de référencer leurs produits. Bonjour. Pierre Julien. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Vous avez bien trouvé? Vous connaissez? Cet entretien, ils l'attendent depuis bientôt 4 ans. Le directeur a déjà goûté leurs produits avec son équipe, mais il souhaite les rencontrer en personne avant de prendre une décision définitive. Voilà, installez-vous. Mettez-vous à l'aise. Hein. Ouais. On a repris à la base l'olivier de nos grands-parents en Grèce il y a 6 ans. On est la 8e génération. Et voilà, après, bien sûr, on ramasse à la main. Pendant 1 heure, les deux frères vont subir un entretien d'embauche. Production, fabrication, distribution, tout est passé en revue. Laurent Trégaro veut surtout s'assurer que le produit reste exclusif. Outre les chefs, c'est vendu où? On est en épicerie fine, on est dans des belles épiceries un petit peu partout en France. Okay. Est-ce que vous avez des notions de prix de vente maxi? On n'est pas sur un produit luxe hors de prix. Pierre Julien et Grégory ont amené toute leur gamme. Les deux jeunes gens aimeraient bien placer leurs 4 références différentes d'huile d'olive. Je pense que c'est important qu'il n'y en ait pas qu'une seule pour que la personne qui voit ces numéros comme une collection, elle va être interpellée, elle va lire, elle va s'approcher un peu plus. Voilà. Donc c'est celle-là, pourquoi pas. Le directeur ne l'entend pas de cette oreille. Aujourd'hui, on aura du mal à rentrer les 4. Il faut être cohérent. Le linéaire est pas... À un moment donné, il faut prendre des décisions. Il va falloir que les deux frères réduisent leurs ambitions. Son vin en fonction du plat dans l'huile. Il faut faire un choix, mais on va trouver un terrain d'entente parce que c'est là on est devant des gens qui sont engagés, qui sont producteurs quand même. Voilà, ils y vont spécialement à la récolte, ils savent comment c'est fait, ils peuvent l'expliquer. Alors tout ça c'est du bonus pour les clients de la grande épicerie, ça. Les deux jeunes gens ont réussi à placer 2 modèles sur les 4 qu'ils proposaient, mais le magasin a laissé entendre qu'ils pourraient faire de grosses commandes. C'est bien avancé, mais c'est pas fait. Tant que c'est pas signé, que la commande n'est pas passée, c'est jamais vraiment fait. Mais c'est en bonne voie. Ça sera plus des livraisons en voiture. Il faudra penser à investir dans un camion peut-être. Les bouteilles des frères Chantios sont désormais en rayon à la grande épicerie. La 02 et la bio. Elles sont vendues 16,50 € le demi-litre. Aujourd'hui, même les grandes surfaces se convertissent à l'épicerie fine. Dans cet hypermarché de la région parisienne, Lionel Renaud commence sa journée à 6 h du matin. Il dirige une PME qui vend des produits d'épicerie fine en grande surface, la table de Mathilde. Ce matin, il vient réachalander ses étalages avant l'ouverture du magasin. Des terrines de poisson, des kits de pâtisserie ou du risotto cèpe et persil, en tout 200 références vendues de 3 à 15 €. Contrairement aux grandes marques classiques, il gère ses rayons lui-même avec ses commerciaux. Il fournit même aux grandes surfaces un présentoir clé en main. Quand le consommateur passe, il voit des meubles sérusés et ça fait plus haut de gamme. Ça met plus en avant nos produits. Les prix aussi sont haut de gamme. La sauce au pesto de Lionel Renaud est 4 fois plus chère que celle de la marque de distributeur. Le flacon de piment d'Espelette, 1,5 fois plus cher. La directrice de l'hypermarché
Hélène Bertrand a entièrement réaménagé son magasin il y a 2 ans pour faire de la place à ces nouveaux produits. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, ça va bien. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard. On l'a mis en place juste à un angle de magasin, après des unités de besoin qui sont l'eau, le lait et sur le trajet des caisses. Placé où il est, le stand de Lionel Renault est un passage obligé pour les clients. C'est crucial pour réussir à vendre ses produits atypiques dans un hypermarché. Lorsqu'on met épicerie fine, fabriquée en France, tout ça c'est pour déclencher cet achat d'impulsion. Par exemple, vous voyez un risotto comme ça. C'est pas un produit que vous allez avoir sur votre liste de courses, un risotto. Néanmoins, quand vous passez et que vous voyez un risotto cèpe et persil fait à la maison, il peut vous donner, vous pouvez avoir l'idée de le faire chez vous parce qu'en fait vous avez vu le produit sans l'avoir connu avant. Non. Oui, c'était celui-là qui manque. 2 ans après le lancement du rayon, la directrice se frotte les mains. On ne s'est pas trompé, je pense, dans ce choix-là, parce que quand on regarde les chiffres et le nombre de réassorts que l'on peut faire avec les fournisseurs, c'est un bon parti pris. Ça reste un petit chiffre, mais qui progresse. Elle fait 30% de marge en plus sur l'épicerie fine que sur le reste de son magasin. À Lionel Renault de se débrouiller pour lui fournir des produits de qualité au meilleur coût. En fait, le patron de la table de Mathilde est un grossiste et ne produit rien lui-même. Dans cet entrepôt en région parisienne, il rassemble les produits de petits fournisseurs venus de toute la France. Ces 4 références viennent du sud de la France, côté d'Avignon. Alors la moutarde, elle vient de Dijon, à côté de Dijon. Le pesto verde... Les producteurs s'occupent de la fabrication et du conditionnement. Lionel Renault leur fournit juste les étiquettes et la logistique. En fait, on rassemble ici, et de là, en une commande, le magasin, il a l'équivalent de ce que 30 fournisseurs pourraient proposer. Voilà. Et tout sous une même marque, adaptée au marché de la grande distribution. Chose que parfois, peut-être que mes fournisseurs qui ne sont pas les spécialistes de la grande distribution auront peut-être plus de mal à faire. Comment trouver des produits dits de qualité à des prix adaptés à la grande distribution? Pour comprendre, Lionel Renault nous emmène à Paimpol, en Bretagne. Il a rendez-vous chez un de ses fournisseurs, la conserverie de poissons de Yann Trébaol. Qu'est-ce que c'est? Un congre. C'est des poissons très très bons pour les soupes. Ça sort de la criée d'une commune avoisinante. Allez. Au revoir et à demain. À demain. Oui, mais pour le rougier, L'usine fabrique des conserves haut de gamme. Les préparations sont faites à la main. La petite PME emploie une dizaine de salariés. Elle produit essentiellement sous sa propre marque, la Paimpolaise, pour les épiceries fines. Ces boîtes se retrouvent par exemple à la Maison Plisson ou au Bon Marché. Mais la PME vend aussi une partie de sa production sous des marques pour la grande distribution, comme la table de Mathilde. Ce matin, Lionel Renault et Yann Trébaol se retrouvent pour élaborer de nouvelles recettes. Lionel Renault voudrait ajouter à sa gamme des rillettes de homard. On appelle ça homard bleu. Donc là, on va les décortiquer de manière à récupérer les chairs. Ensuite, on va faire infuser la crème dans ces carapaces rôties. Voilà la recette que propose le producteur. Du homard, de la crème fraîche, de l'emmental, des champignons et de la truffe. On est sur du 100% naturel, il n'y a aucun stabilisant ni agent chimique pour apporter une texture particulière, etc. Ça me va très bien pour une recette de Mathilde. Le problème pour le grossiste, c'est que la matière première de cette recette coûte cher. Le pot de rillettes se vend aux alentours de 7 € dans les épiceries fines. Alors il va falloir négocier, ça se passe tout en dégustant. Pour moi, le 7 €, ce sera trop. Aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit trop cher si on veut faire des ventes. Les deux hommes ont l'habitude de ce genre de discussion. Pour faire baisser les coûts, ils ont leur petite technique. Pour moi, un homard bleu avec de la truffe se suffit simplement. Le reste, j'ai plutôt envie de l'enlever. On enlève les 2 ingrédients, ce serait l'emmental et le piment. Pour pouvoir écraser les prix, Lionel Renault a même une autre recette, réduire les portions discrètement. Il vaut mieux mettre par exemple 90 grammes et être à un prix où le consommateur va trouver que c'est acceptable et voilà, mettons à 4,50, voilà, c'est acceptable. Et si vous mettez 10 grammes de plus, admettons ça passe à 5,20, 5,30,
pour le même produit. Et en fait, le consommateur, là, il va trouver que c'est trop cher, ça a passé la barre des 5 € et vous en vendrez pas. Le prix kilo va être le même, mais dans l'un des cas, vous allez en vendre, dans l'autre, vous n'allez pas en vendre, quoi. Verdict de la réunion, Lionel Renaud demande des essais sur 4 nouveaux produits. Cela procurera de nouveaux débouchés aux chefs d'entreprise bretons. Si demain on me dit on a trouvé tes produits en grande surface, je dis non, c'est pas mes produits, c'est les recettes de la table de Mathilde qui sont propres à la table de Mathilde, donc ce ne sont pas les mêmes recettes. Pourquoi? Parce que ça pourrait être gênant, notamment auprès des professionnels. C'est vrai que les fournisseurs qui livrent généralement les épiceries fines ne veulent pas aller trop en grande distribution parce que c'est pas la même image. Mais à partir du moment où ça n'est pas leur marque déjà, c'est la marque Table de Mathilde, donc déjà le consommateur il n'est pas obligé de tout savoir. Merci beaucoup. Entre le monde de l'épicerie fine et la grande distribution, ce n'est peut-être pas encore tout à fait le grand amour. À Marseille, cela fait 2 jours que Julia a ouvert sa boutique. Bonjour, bienvenue. Ça vous plaît? Ouais. Ah, c'est gentil, merci. Sur les étagères, tous les produits qu'elle a minutieusement choisis. Plusieurs sortes d'huile d'olive, des pâtes de Toscane, des capres, un voyage culinaire autour de la Méditerranée, agrémenté de quelques surprises comme ce pastis millésimé, Marseille oblige. Au rayon frais, le fromage de chèvre des quartiers nord est en bonne place. Julia sert aussi des petits plats à manger sur le pouce. Là, c'est une focaccia au romarin et une burrata fumée. Visiblement, la boutique a déjà trouvé un public. L'épicière est débordée. Bonjour madame. Je cherche votre thon de Tunisie. Ah, on s'est fait dévaliser. Oh pardon, je fais la carte alors que c'est en liquide. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le ticket n'est pas imprimé. Je fais des conneries. Voilà. La caisse, c'est le début. Hein. Je suis d'une lenteur sans précédent. Mais c'est pas grave, j'apprends. Mais pour l'instant, tout le monde est gentil avec moi. Qu'est-ce que vous faites avec ces pâtes, vous? Moi, je les fais à la crème. Au citron ou juste à la crème? Crème citron, j'adore, moi. Ah oui, très bien. 118,56. Comme Julia, il y aurait aujourd'hui près de 4000 de ces nouveaux épiciers, un peu partout en France.